Au moment de l'année où nous sommes, ce cours sur les tragiques ne peut avoir d'autre but que de vous permettre d'éclairer et d'ordonner une lecture du texte que vous devez déjà normalement avoir achevé. Je vous rappelle à ce propos que la lecture des deux derniers livres, c'est-à-dire Vengeance et Jugement, est suffisante pour remplir les exigences minimales du programme. Mais il va sans dire que vous tirerez un bénéfice beaucoup plus grand de la lecture du texte entier. Ce texte est difficile. D'abord à cause de la langue et des allusions historiques. Ensuite, à cause de la vision du monde, de l'état d'esprit, de l'esthétique qu'il suppose. Vous pourrez résoudre assez facilement les deux premières difficultés, à condition d'y consacrer assez de temps, grâce aux notes très abondantes et très éclairantes de l'édition Garnier et Platard, publiée par la librairie Didier. Pour ma part, je me propose surtout de vous aider à résoudre la dernière série de difficultés, c'est-à-dire celles qui tiennent à un état d'esprit très différent du nôtre. Il sera bon tout d'abord de mesurer cette différence. Et je vous recommande pour cela de lire ou de parcourir, si vous pouvez vous le procurer, un livre de Robert Mandrou, Introduction à la France moderne, 1500-1640, Paris, Albin Michel, 1961, collection L'Évolution claire et très suggestive, ce qu'il appelle, en recourant à une notion que les historiens commencent à cerner de mieux en mieux, la mentalité de l'époque à laquelle appartient d'Aubigné, c'est-à-dire à la fois les réactions affectives, l'outillage mental, les habitudes de vie et les conceptions du monde de l'homme de la manière la plus fidèle dans les œuvres littéraires consacrées par la postérité, celles que nous sommes habitués à lire, parce que ces œuvres sont issues, souvent, de tempéraments exceptionnels, caractérisés par un certain nombre de traits communs. Premièrement, la prédominance de l'affectivité. L'homme du XVIe siècle ne dispose pas encore d'affectivité et de ses sens. Parmi ces sens, les moins intellectuels, c'est-à-dire l'ouïe, le toucher, l'odorat, sont plus développés. La musique procure à ces hommes des émotions que Jeannequin fit exécuter sa bataille de Marignan, les auditeurs de musique à l'ardeur communicative, contre laquelle on est à cette époque beaucoup moins bien armé que dans la nôtre, la nuit qui recèle tous les dangers, les brigands, les fantômes, les sorcières, peur des comètes, des éclipses, des présages, peur des loups et des brigands dans les bois qui, à cette époque, sont encore immotions. Ces hommes les manifestent d'une manière spectaculaire et le plus souvent collective. L'outillage intellectuel, les maisons hantées, sont considérées comme les manifestations presque courantes d'une nature que l'on technique permettant de la maîtriser est encore très modeste. L'agriculture est impuissante à éviter les famines. Les techniques artisanales, parfois en partie, l'emprise de la religion. Comment une humanité si enveloppée de mystères et si dépourvue
de moyens pour lutter l'ordre entier de l'univers, ou bien vers le diable, dispensateur de puissance et de rêve. Ce recours au surnaturel est particulièrement intense dans les temps de trouble et de misère, comme l'époque des guerres de... Troisièmement, les solidarités et les antagonismes sociaux. L'insécurité générale font de la solidarité une nécessité pour la survie individuelle. Malgré les progrès de l'individualisme dans le tissu de la famille, qui est dans la France rurale, ayant d'autres origines qu'une origine religieuse, par exemple l'opposition des nobles contre les paysans, ou bien des paysans contre les bourgeois, fond intellectuel, affectif, culturel du tableau. Semble avoir conquis en France des positions solides. Le relâchement de la morale contre la dégénérescence de l'idéal chrétien en pratique teintée de superstition, né aussi d'un besoin profond, inconnu, de la part de François Ier et d'Henri, rassemblant d'abord de petites gens, puis des notables et des gens de robe. Elle a attiré Antoine de Bourbon, chef de la maison de Vendôme. Depuis l'accession au trône d'Henri II, en 1547, les protestants sont devenus majoritaires dans le Bas-Languedoc, l'Agenais, le Poitou, et là, un peu pensé à celle de Gargantua. On lui apprend à lire à la fois en latin, en grec, en hébreu, sur la promesse faite par son père que cette traduction serait imprimée. Le jeune prodige qu'Agrippa est en train de devenir va bientôt. Celle-ci éclate en effet en 1560, 6 mois après la mort accidentelle d'Henri II dans un tournoi. Profitant de ce que le trône est échu à François II, le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, qui sont les chefs de file du parti catholique, ont écarté du pouvoir les chefs. Mais la conspiration est éventée. La répression est féroce. Les compagnons d'Amboise, encore reconnaissables sur un bout de potence, et fut tellement ému qu'entre 7 ou 8 000 personnes, il s'écria « Ils ont décapité la France, les bourreaux ». Puis le fils ayant piqué près du père, pour avoir vu sur son visage une émotion non accoutumée, il lui mit la main sur la tête en disant « Mon enfant, il ne faut pas que ta tête soit épargnée après la mienne pour venger ces chefs pleins d'honneur. Si tu t'y épargnes, tu auras ma malédiction. » Connaissant le tempérament impressionnable de l'enfant, il avait eu vers 7 ans une sorte de maladie nerveuse au cours de laquelle il avait cru voir le fantôme de sa mère morte à sa naissance. Nous ne doutons pas qu'une telle scène ait agi profondément sur son imagination. La mort de François II, après 1 an de règne, en mettant les rênes du gouvernement entre les mains de la reine-mère Catherine de Médicis, qui cherche la conciliation en s'appuyant sur le sage Michel de l'Hôpital, va donner aux protestants un certain répit, au cours duquel Agrippa d'Aubigné continue ses études en Saintonge, puis à Paris. Mais l'étendue des concessions que Catherine accorde aux protestants par l'édit de janvier 1562 remet le feu aux poudres. S'estimant à leur tour menacés, les catholiques s'organisent. Le 1er mars 1562, le duc de Guise laisse ses gens massacrer des protestants
réunis dans une grange pour un prêche à Vassy, en Lorraine, en 572. Et il est reçu à Paris en triomphement pour continuer ses études. En mai 1562, devant le danger, il s'échappe avec une petite troupe pour rejoindre son père à Orléans, qui est aux mains des protestants, et que les catholiques viennent bientôt assiéger. Malgré les interdictions paternelles, le gamin de 10 ans se hasarde dans les bastions avancés. La paix revient pourtant en mars 1563, à la suite de l'assassinat du duc de Guise. Mais à ce moment-là, Agrippa connaît un grand chagrin. Son père, auquel il était très attaché, meurt, et il est, lui, envoyé par son tuteur achever ses études à Genève. En effet, s'il lit couramment le latin et l'hébreu, il a encore des lacunes en grec, par l'ignorance de quelques dialectes de Pindare, nous dit-il. Agrippa est furieux d'être remis au collège, mais il accepte pourtant les thèmes et les vers grecs que lui donne à faire et que lui corrige la fille de son hôte parce qu'il a un sentiment pour elle. Et il ne regimbe même pas lorsqu'elle l'enferme pour l'obliger à travailler. Cette docte jeune personne, Loïse Sarrazin, est âgée de 13 ans, merveilleux XVIe siècle. Agrippa s'enfuit pourtant de Genève, et il se lie pendant 9 mois avec un étrange personnage, Loïs d'Arza, mi-mathématicien, mi-magicien, qui l'initie à l'astronomie, à l'astrologie, au grimoire et à l'art kabbalistique. Puis il retourne en Saintonge à l'automne de 1567, au moment où la guerre vient de reprendre. Il veut se battre, son tuteur ne le veut pas. Un soir de septembre 1568, il se sauve par la fenêtre en chemise de nuit et va rejoindre l'armée. Je n'insisterai pas sur le détail de ses campagnes. Il s'y signale rapidement par ses témérités et par ses faits d'armes qu'il retrace complaisamment dans son histoire universelle et dans ses mémoires. Mais la guerre n'est pas continuelle. De 1570 à 1572, la France connaît 2 ans de paix, au cours desquels Agrippa, retiré dans sa propriété des Landes Guinemer, près de Blois, devient amoureux de Diane Salviati, en l'honneur de... Mais la différence de rang et de religion rend le mariage impossible. Agrippa, désespéré, songe sérieusement à se suicider ou à se donner au diable. Il tombe gravement malade et il est soigné par le grand orientaliste Guillaume Postel. Après avoir échappé de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1872, car il se trouve alors par hasard à Paris, il entre au service d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui vit à la cour de France, étroitement surveillé, puis une période de vie mondaine, où à cause de ses talents de société, de son habileté à faire des vers, à organiser des ballets, des mascarades, à dire la bonne aventure, il est très apprécié par les dames. Au début du livre 6 des Tragiques, il se repentira vivement d'avoir mené cette existence frivole pendant que ses compagnons avaient repris le combat. J'ai fui tant de fois, j'ai dérobé ma vie tant de fois, j'ai suivi la mort que j'ai fuie, j'ai fait un trou en terre et caché le talent, j'ai senti l'aiguillon, le remords violent de mon âme blessée, et oui, mon cœur voulait veiller, je l'avais endormi. Mon esprit était bien de ce siècle ennemi, mais au lieu d'aller faire au combat son office, Satan me détournait au grand chemin du vice. C'est pourtant durant cette période qu'il forme le projet de consacrer son talent poétique, jusque-là mal employé, à
je cite, « déchirer les lions, les hydres, les pythons conçus d'infection et des fiers Goliaths désengencer le monde. » Il profite d'ailleurs de son séjour dans le camp ennemi pour jouer parfois un rôle d'agent double et finalement pour faire évader Henri de Navarre en 1576 après plusieurs tentatives infructueuses. Alors commence pour Agrippa une période très douloureuse au cours de laquelle les tragiques vont voir le jour. Henri de Navarre sait que s'il doit un jour être roi, le trône est alors occupé par son beau-frère, qui vient justement de se donner avec la Ligue une organisation populaire et puissante, l'oblige à une longue immobilité. C'est dans ces circonstances qu'il commence les tragiques pendant l'automne de 1577, et on comprend mieux, connaissant ces circonstances, la passion avec laquelle il essaye de ranimer le courage des hésitants et d'affermir celui des combattants en excitant leur indignation contre leurs ennemis, en étalant devant eux les sacrifices de ceux qui les ont précédés dans la lutte et surtout en mettant en évidence, bien au-delà de toutes les compromissions des politiques, l'enjeu surnaturel du combat. Sauf quelques additions ultérieures, l'œuvre sera achevée vers 1589. Durant 1919, a repris du service et a accumulé les faits d'armes. Quelle n'est pas sa déception lorsque le roi, devenu roi légitime à la suite de l'assassinat d'Henri III le 1er août 1589, et voyant qu'il n'arrivera pas, malgré les succès de ses troupes, à abattre la Ligue, se forteresse de Maillezais, dont il est gouverneur, puis à Genève. Il est alors âgé de 64 ans, mais il ne faut pas que cette date vous trompe. Non plus que les portraits où d'Aubigné nous apparaît comme un guerrier déjà assez mûr, grisonnant. L'est-il bien comprendre cela si on ne tient pas compte de l'aspect juvénile de l'œuvre, leur fougue, leur partialité, leur impatience de voir Dieu manifester sa justice, leur démesure s'expliquent en partie par là. Mais d'autres particularités, et qui sont peut-être celles qui risquent la Bible, c'est enfin un homme dont la sensibilité et la vision que l'on peut qualifier de baroque. Eh bien, ce sont ces différents aspects de son œuvre, ces différents aspects qui nous la rendent peut-être œuvres du XVIe siècle, ce sont ces différents aspects que j'examinerai